Corriger de l'activité 3, l'ovaire et l'utérus, structure, fonctionnement et contrôle. Partie 1, les ovaires. Donc on a vu que chez l'homme, le testicule a une double fonction, il produit des gamètes, les spermatozoïdes, et il produit des hormones, la testostérone. Chez l'ovaire, c'est la même chose. Les ovaires ont une double fonction chez la femme. Elles produisent des gamètes, les ovules, et elles produisent d'autre part des hormones qui permettent le fonctionnement cyclique de l'appareil génital féminin. La problématique, localiser les deux fonctions de l'ovaire et déterminer comment l'activité ovarienne cyclique est contrôlée. Donc ce document était informatif et permettait de légender la coupe d'ovaire observée au microscope. Donc les ovaires sont des organes un petit peu allongés qui ont une paroi et qui sont riches en vaisseaux sanguins. On pouvait ensuite situer sur la coupe d'ovaire les follicules contenant l'ovocyte. On parlera d'ovocyte lorsque la cellule reproductrice est avant l'ovulation, et après l'ovulation, on parle d'ovule. Donc dans l'ordre des follicules, qui sont les structures qui contiennent les ovocytes, les follicules primordiaux qui sont très petits, les follicules secondaires, plus gros, les follicules cavitaires, encore plus gros, dans lesquels donc les cellules folliculaires se multiplient, et pour finir, les follicules prêts à expulser l'ovocyte qu'on appelle les follicules de De Graaf. Les follicules contiennent donc les ovocytes qui sont les futurs ovules. Après l'ovulation, le follicule de De Graaf qui ne contient plus d'ovules se transforme et devient un corps jaune. Pour comprendre et localiser les deux fonctions de l'ovaire, vous aviez 4 ressources documentaires. Le document 3, page 212, qui complétait le document précédent, le document 6, page 213, l'animation sur les cycles sexuels et la vidéo du réseau Canopé. Donc tout d'abord la vidéo. Au cours de la vie embryonnaire, un stock de cellules appelé ovocytes se forme dans l'ovaire. À partir de la puberté et jusqu'à la ménopause, un ovocyte est expulsé chaque mois par l'un des deux ovaires. Il est recueilli par le pavillon de la trompe et devient un ovule. L'ovulation est donc un phénomène cyclique, mais ne représente qu'une des nombreuses étapes du fonctionnement de l'ovaire. Au début d'un cycle, certains ovocytes se préparent à être expulsés. Ils sont contenus dans des follicules. La taille des follicules augmente pendant les 14 premiers jours du cycle. L'un d'eux devient plus imposant que les autres. C'est lui qui va libérer son ovocyte le 14e jour. Après l'ovulation, ce qui reste du follicule dans l'ovaire se transforme en corps jaune. Il se maintient pendant les 14 jours suivants, puis dégénère et le cycle recommence. Pendant ce cycle ovarien, un autre organe change d'aspect, c'est l'utérus. Pendant les 5 premiers jours du cycle, sa muqueuse est évacuée. Ce sont les règles ou menstruations. Cette muqueuse se reconstitue durant les 9 jours suivants, période au cours de laquelle sa taille augmente. Après l'ovulation et pendant les 14 derniers jours du cycle, la muqueuse change d'aspect. Elle forme une dentelle utérine très vascularisée. Ces transformations la rendent apte à recevoir un embryon au cas où un rapport sexuel non protégé s'est déroulé, donnant lieu à une fécondation entre l'ovule et un spermatozoïde. Les propriétés du col de l'utérus sont aussi synchronisées avec le cycle ovarien. Durant les 11 premiers jours du cycle, le mucus présent au niveau du col forme un maillage resserré qui laisse peu de chance aux spermatozoïdes de pénétrer dans la cavité utérine en cas de rapport sexuel. Quelques-uns y arrivent cependant toujours. Dans les quelques jours autour de l'ovulation,
Du 12e au 16e jour environ, ce maillage se relâche. On dit que le mucus, ou glaire cervicale, devient filant. Il laisse passer les spermatozoïdes beaucoup plus facilement. C'est le moment où une fécondation a le plus de chances de se produire et de donner lieu à une grossesse. En fin de cycle, le maillage se resserre et la cavité utérine est à nouveau moins accessible. Le synchronisme des cycles ovariens et utérins ne doit rien au hasard. L'ovaire, au cours du cycle, sécrète en plus ou moins grande quantité 2 hormones dans le sang qui vont agir sur l'utérus, les œstrogènes et la progestérone. Au début du cycle, la concentration sanguine des 2 hormones est très faible. C'est ce qui cause les règles. Les œstrogènes sont surtout sécrétés pendant les 9 jours suivants. L'utérus réagit alors en régénérant sa muqueuse. Avant le 11e jour, la concentration limitée en œstrogènes agit sur le col de l'utérus en induisant un maillage resserré. Après le 11e jour, la concentration en œstrogènes atteint un seuil qui entraîne le relâchement du maillage de la glaire. Elle devient filante. Après l'ovulation, 14e jour, c'est surtout la progestérone qui est sécrétée. Cette hormone induit les transformations de la muqueuse et le retour à un maillage serré de la glaire cervicale. Dans cette vidéo, il y avait de nombreuses informations, on les utilisera au fur et à mesure pour apporter des réponses aux questions du TP. Ce que l'on peut retenir déjà, c'est que la première fonction de l'ovaire est la production des ovules qui est assurée par les follicules. Le document 3, page 212, permettait d'avoir une meilleure vue du follicule mûr, où l'on voit donc l'enveloppe du follicule, les cellules qui constituent le follicule, qu'on appelle cellules folliculaires, et ici l'ovocyte, puisqu'il n'a pas encore été expulsé. Je rappelle qu'on parle d'ovocyte lorsque le gamète est encore présent à l'intérieur du follicule et que l'on parle d'ovule après l'ovulation. Ce document 3 nous apprenait aussi qu'après l'ovulation, le follicule mûr, qui ne contient plus d'ovocytes, devient une masse cellulaire dense que l'on appelle le corps jaune. L'animation permet de mettre en relation l'ovaire et l'utérus. Donc pendant les premiers jours du cycle, c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire. Le follicule se développe. À l'intérieur mûrit un ovocyte qui sera expulsé au moment de l'ovulation. Le follicule devient un corps jaune, on passe de phase lutéinique ou lutéale. Vers la fin du cycle, le corps jaune régresse. À la fin du 28e jour, on rentre dans un deuxième cycle, marqué par le début des règles. On observe ici les transformations de l'utérus, on y reviendra plus tard. On peut donc compléter, ou du moins commencer à compléter ce document, donc en indiquant le début du cycle, la fin du cycle suivant, les règles, l'ovulation. On peut indiquer aussi la phase folliculaire, pendant laquelle se développe un follicule dans lequel mûrit un ovocyte, et la phase lutéale, qui est la phase du corps jaune, pendant lequel le corps jaune produit un pigment jaune qu'on appelle la lutéine. Le document 6, page 212, qui présente des résultats d'expérience, permet de mettre en évidence le deuxième rôle de l'ovaire. On réalise ici des expériences d'ablation puis de greffe, ou d'ablation puis d'injection d'hormones. Le témoin, bien sûr, est un animal normal qui possède ses ovaires. Donc on observe que l'ablation des ovaires se traduit par une absence de développement de la muqueuse utérine, alors que chez le témoin, cette muqueuse utérine se développe tout à fait normalement.
on peut en déduire que l'ovaire contrôle le développement de la muqueuse utérine. Dans la deuxième série d'expériences, on réalise une ablation, puis une greffe. On observe que dans ce cas-là, il y a développement de la muqueuse utérine. On sait que la greffe rétablit la communication sanguine entre les organes. On peut donc en déduire que l'ovaire contrôle le développement de la muqueuse utérine par voie sanguine. Dans la dernière expérience, on réalise l'ablation des ovaires et on injecte ensuite des œstrogènes qui sont des hormones produites par les follicules de l'ovaire. On observe qu'il y a développement de la muqueuse utérine. On peut donc en déduire que l'ovaire contrôle le développement de la muqueuse utérine par l'intermédiaire d'une hormone. Donc en résumé, l'ovaire contrôle le développement de la muqueuse utérine, il contrôle le développement de la muqueuse utérine par voie sanguine et il contrôle le développement de la muqueuse utérine en produisant des hormones qui sont les œstrogènes. La production d'hormones est donc la deuxième fonction de l'ovaire. La fin de la petite vidéo du réseau Canopé nous permettait d'avoir des informations sur le moment de la production des hormones. Donc on va regarder de nouveau un petit morceau de cette vidéo. Le synchronisme des cycles ovariens et utérins ne doit rien au hasard. L'ovaire, au cours du cycle, sécrète en plus ou moins grande quantité 2 hormones dans le sang qui vont agir sur l'utérus, les œstrogènes et la progestérone. Au début du cycle, la concentration sanguine des 2 hormones est très faible. C'est ce qui cause les règles. Les œstrogènes sont surtout sécrétés pendant les 9 jours suivants. L'utérus réagit alors en régénérant sa muqueuse. Avant le 11e jour, la concentration limitée en œstrogènes agit sur le col de l'utérus en induisant un maillage resserré. Après le 11e jour, la concentration en œstrogènes atteint un seuil qui entraîne le relâchement du maillage de la glaire. Elle devient filante. Donc les œstrogènes sont sécrétés majoritairement en début de cycle. Après l'ovulation, 14e jour, c'est surtout la progestérone qui est sécrétée. Cette hormone induit les transformations de la muqueuse et le retour à un maillage serré de la glaire cervicale. La progestérone, quant à elle, est donc sécrétée plutôt sur la fin du cycle. Après l'ovulation, donc après le 14e jour. La deuxième partie de l'activité portait sur l'utérus. Donc le fait d'observation initiale, l'utérus chez la femme possède une fonction essentielle de nidation, c'est-à-dire qu'en cas de fécondation, l'embryon va pouvoir s'insérer dans l'endomètre, qui est l'autre nom de la muqueuse utérine, et ainsi se développer. L'endomètre varie cycliquement dans son épaisseur et il est détruit en grande partie pendant les règles qu'on appelle aussi menstruation. Donc la problématique de cette deuxième partie, comment le cycle utérin est-il régulé? L'observation des coupes transversales de l'endomètre au cours du cycle sexuel montre que, en début de cycle, avant l'ovulation, entre le 5e jour qui marque le dernier jour des règles et le 14e jour, qui est le jour de l'ovulation, la muqueuse utérine est dense, elle est peu épaisse et relativement dense. C'est ce qu'on appelle la phase proliférative. Après l'ovulation, elle devient de plus en plus épaisse, entre le 14e et le 24e jour. On va parler de phase sécrétrice et elle devient beaucoup moins dense puisqu'on voit apparaître tout un tas de cavités entre les cellules qui forment la muqueuse utérine. On dit que la muqueuse utérine forme de la dentelle. En fin de cycle, en fin de phase sécrétrice, la muqueuse utérine est très épaisse et la dentelle est très importante. On aura ensuite, puisqu'on est à la fin du cycle, élimination de la muqueuse utérine et on revient en début de cycle avec une muqueuse utérine fine et dense.
Donc en résumé, au cours du cycle, la muqueuse utérine s'épaissit. Après l'ovulation, l'endomètre est beaucoup plus épais et moins dense qu'avant l'ovulation. On peut revoir la petite animation sur les cycles sexuels et s'intéresser maintenant non pas à l'ovaire, mais à la muqueuse. On voit que pendant les règles, la muqueuse est détruite, pendant 5 jours à peu près. Elle est très fine, puis elle s'épaissit pendant la phase proliférative, mais elle est encore dense. Après l'ovulation, pendant ce qu'on appelle la phase sécrétoire, la muqueuse utérine continue de s'épaissir, mais elle devient moins en moins dense. La dentelle est de plus en plus importante jusqu'au 28e jour du cycle, qui va marquer l'apparition des règles et le début du cycle suivant. On peut donc compléter le schéma B en rajoutant élimination de l'endomètre pendant les règles, épaississement de l'endomètre pendant la phase folliculaire. On appelle cette phase la phase proliférative. Et après l'ovulation, épaississement de l'endomètre et formation de la dentelle utérine pendant ce qu'on appelle la phase sécrétoire. Le graphique 7, page 213, permettait de bien voir comment est contrôlée la phase proliférative et la phase sécrétoire au niveau de l'endomètre et comment est contrôlé le développement du follicule et le corps jaune grâce aux hormones. Donc on a dosé 2 hormones, la progestérone en bleu et l'œstradiol qui fait partie des œstrogènes en rose. On retrouve ce qu'on a déjà dit. Les œstrogènes sont produits plutôt au début du cycle, avant l'ovulation, mais on constate ici qu'elles sont aussi produites après l'ovulation. Et la progestérone n'est pas produite avant l'ovulation, elle n'est produite qu'après l'ovulation. Donc on peut mettre en relation ces 2 productions d'hormones avec le follicule qui se trouve dans l'ovaire. Si les œstrogènes sont produites avant l'ovulation, elles ne peuvent avoir été produites que par le follicule puisqu'il est seul présent à l'intérieur de l'ovaire. Après l'ovulation, il ne reste que le corps jaune, c'est donc lui qui produit la progestérone, mais qui aussi produit à ce moment-là les œstrogènes. On observe une variation de l'épaisseur de l'endomètre que l'on peut relier aux hormones. La variation de l'épaisseur de l'endomètre semble coïncider avec la variation de la quantité de progestérone. En résumé, l'ovaire produit des œstrogènes pendant tout le cycle, davantage pendant la première partie du cycle, avec un pic au 12e jour. Cette production d'œstrogènes est réalisée par les cellules du follicule. Après l'ovulation, l'ovaire produit de la progestérone. Cette production de progestérone est réalisée par le corps jaune qui produit aussi des œstrogènes en plus faible quantité qu'en début du cycle. Partie 3, le contrôle du fonctionnement des ovaires et de l'utérus. Donc comme chez l'homme, l'adénohypophyse est sous le contrôle de l'hypothalamus via une hormone qu'on appelle la GnRH. Il est donc possible dès maintenant de commencer à compléter le schéma bilan en indiquant l'hypothalamus, la GnRH produite par l'hypothalamus et l'hypophyse. Le document 4, page 241, qu'on a déjà vu dans l'activité sur le testicule, apporte des informations sur le rôle de ces hormones hypophysaires que sont FSH et LH. Donc, on s'était intéressé à l'homme, on s'intéresse maintenant à la femme. FSH, on nous dit qu'il stimule le développement des follicules ovariens et LH déclenche l'ovulation et transforme le follicule vide de l'ovocyte en corps jaune. On peut donc de nouveau aller compléter
le schéma bilan. Donc l'hypophyse produit FSH et LH. Ces deux hormones agissent sur l'ovaire pour contrôler le développement des follicules, dans le cas de FSH et de LH, et en ce qui concerne LH, pour déclencher l'ovulation. On peut compléter ce tableau avec le document 5 qui indique les concentrations des hormones. On peut constater que l'hormone LH est peu produite en début de cycle, puis on observe un gros pic avec une forte production de cette hormone LH au jour 13, pardon. Après cette très forte augmentation, la quantité de LH diminue très rapidement, puis devient très faible. On constate que FSH suit exactement la même évolution, mais avec un degré bien moindre, puisque le pic de production est égal à 5 pour FSH, alors qu'il est égal à 24 milliunités pour LH. Le schéma ici montre bien l'évolution du follicule. On peut donc bien en déduire qu'FSH agit sur les follicules ovariens pour stimuler leur maturation. Cette forte augmentation de la LH coïncide avec l'ovulation. On peut donc en déduire que LH agit sur le follicule mûr pour provoquer l'ovulation, le follicule devenant ensuite un corps jaune. On peut aussi en déduire que LH agit sur le follicule pour le transformer en corps jaune. Donc si on revient au schéma bilan, donc FSH et LH contrôlent l'ovaire, LH contrôlant en plus l'ovulation. Donc on va avoir un contrôle de la phase folliculaire, au cours de laquelle sont produites les œstrogènes, et on va avoir un contrôle de la phase corps jaune, au cours de laquelle est produite la progestérone. Œstrogènes et progestérone vont à leur tour contrôler l'utérus et son fonctionnement cyclique avec le développement de l'endomètre jusqu'à obtenir un endomètre apte à l'anidation en cas de fécondation lors d'un rapport sexuel non protégé.